Bonjour à tous, voici donc la première édition de ces débats que nous allons proposer tout au long de l'IFTM cette année. Pour ce premier débat, nous allons parler de l'hôtellerie dans le business travel. Je le dis, le nom de travail de ce débat, c'était l'hôtellerie d'affaires. Est-ce que c'est le dernier Eldorado du business travel? On va poser cette question à nos deux invités, à savoir Ziad Minkara, qui dirige CDS, un hotel booking tool bien connu, ainsi que Eva Fouquet, qui parle au nom de Kayak. Kayak, on connaît pour le loisir, mais Kayak, désormais, c'est également le business travel. Donc on va parler de tout ça. Avant toute chose, Ziad et Eva, j'aimerais bien, si vous le voulez bien, que vous fassiez que vous me disiez ce que vous avez pu observer sur le business travel dans les 12 derniers mois, les dernières tendances. Eva, pour vous, ce sera peut-être un peu plus vague, puisque vous entrez dans le jeu seulement. Ziad aura d'autres choses à compléter, certainement. Je vous écoute, Eva. Alors, peut-être commencer par pourquoi je suis là aujourd'hui. Vous l'avez dit au début, Kayak, c'est d'abord un player dans le loisir. Donc Kayak for Business, c'est quelque chose qui a débuté il y a plusieurs années, en fait, il y a 3 ans. Comment on est rentré dans le business? En fait, c'est tout simplement un client qui est venu à nous aux États-Unis, donc au nom de PwC, qui nous a contactés. Qui est venu auprès de Kayak avec un de ses partenaires et qui nous a tout simplement demandé de l'accompagner dans le produit et l'innovation qu'il recherchait dans le business travel. Donc ils avaient une idée très précise de ce qu'ils voulaient, mais ils n'arrivaient pas à trouver ce produit dans l'industrie. Ça n'allait pas assez vite et ils ne trouvaient pas Eva, si ça ne vous dérange pas, on va revenir très vite sur ce sujet-là. D'accord. Et on va plutôt parler de l'année qui vient de s'écouler, là, si vous avez des choses à dire. Sinon, Ziad, je ne doute pas que vous avez des commentaires à faire sur ces dernières tendances que vous avez pu observer. Mais on va revenir très très vite à tout ce que vous étiez en train d'expliquer. Alors moi, j'ai déjà regardé ce que ça voulait dire Eldorado. Puisque vous nous avez invités sur le sujet, l'hôtellerie est-il le nouvel Eldorado ou le dernier Eldorado dans le déplacement au sens large? Je suis ravi d'enrichir votre vocabulaire, Ziad. Alors je lis contrée imaginaire que l'on croyait située dans l'Amérique du Sud est très riche en or et en pierres précieuses. Ou alors en symbolique, on est tout lieu de vaste richesse, d'abondance ou d'opportunité. Donc je commencerai partiellement, tout lieu vaste d'opportunité. Donc en quelque sorte, c'est un Eldorado encore dans le déplacement professionnel et dans le déplacement loisir au sens large. Alors, très bien. Alors, vous avez remarqué que ce sont des invités très indisciplinés. Je leur ai posé une question. Chacun a leur réponse. Ils n'y ont absolument pas répondu. Sur ce, je vais répondre. Je reviens. Alors, vous nous demandez sur les 12 derniers mois. Je découperai les 12 derniers mois en 3 périodes. Si vous vous souvenez, l'année dernière, quand on était sur ce salon, on présentait les tendances. On était encore dans les tendances inflationnistes assez fortes dans le voyage, ou sur l'hôtellerie, au sens large, on était encore sur une inflation à 11% qui a perduré jusqu'à la fin de l'année 2023. Cette tendance a eu tendance à s'infléchir en début d'année pour retrouver une inflation standard entre 3 et 5%. On présentera les chiffres. Là, vous parlez de la France. Là, on parle de la France, mais de manière générale, pour avoir participé avec des partenaires comme Booking.com, les tendances de stabilisation sont générales et globales en termes de nombre de réservations et du prix moyen de l'hôtellerie. Donc on est vraiment sur le marché français spécifiquement et au global on suit à peu près les mêmes tendances, sachant que la France reste, ou Paris reste la 5e destination sur un site comme Booking.com. Donc premier semestre, on a un infléchissement, des durées de séjour qui se rallongent un peu, des délais de réservation qui sont un peu plus courts. Et puis bien évidemment, si on va être sur le focus de la France, on va arriver sur la fin du premier semestre sur le fameux Jeux Olympiques qui était un vrai succès pour la France. Alors il y a eu 2 parties encore là, puisqu'au mois de juin, là on a connu une crainte dans le déplacement, je ne sais pas vous, mais on était à moins 20% en termes de transactions et moins 27% en chiffre d'affaires. Énorme. Les entreprises qui avaient peur de cette période qui potentiellement pouvaient être problématiques en termes de déplacement. Les entreprises avaient peur, les déplacements domestiques, on évitait les régions où il y avait les infrastructures des Jeux Olympiques
qui n'était pas que à Paris. La clientèle internationale également qui a évité ces destinations en allant plus sur la Côte d'Azur ou la Corse. Le littoral atlantique a été délaissé également. En revanche, à partir du mois de juillet, on a accueilli plus de 3 millions de touristes à Paris pour les Jeux Olympiques. Et là, on a gagné 10 points en taux d'occupation par rapport aux années précédentes. Paris était à 74%, cette année, elle a été à 85%. Donc une très belle saison estivale, notamment sur Paris et les top destinations des Jeux Olympiques. Donc la deuxième destination, je ne sais pas si vous savez répondre quelle serait la deuxième top destination. Lyon ou Marseille. Voilà, c'est Châteauroux. Le tir. Exactement, le tir. 97% taux d'occupation. Donc on a eu Châteauroux, puis Lille, puis Aix-Marseille. Vous avez absolument raison. Et là, on est au retour des Jeux Olympiques avec un vrai succès en termes d'hébergement pour l'hôtellerie, mais aussi pour Airbnb qui a fait plus de 400 000 transactions. C'était leur plus grand événement sur la plateforme. Et aujourd'hui, en septembre, on attendait tous septembre avec beaucoup de peur, de crainte. Et en fait, Paris reste la première destination de tourisme dans le classement ICCA mondial. On a 156 congrès, donc on a toujours des tendances élevées de taux d'occupation et de prix moyens. Est-ce que vous avez repéré une tendance à un rattrapage de ce qui ne s'est pas tenu dans le business travel au mois de juin ou pas? Alors c'est l'analyse qu'on fait assez simplement, c'est-à-dire tout ce qui n'a pas eu lieu en juin est en train d'être rattrapé sur le mois de septembre absolument. Et le mois de juin aussi, vous n'oubliez pas qu'on a eu les 2 week-ends d'élections qui ne sont pas favorables non plus au déplacement, que nous n'avons plus aujourd'hui. Effectivement. Alors, bon, cette fois-ci, on va vraiment... On a répondu, j'espère. Ah bah oui, mais c'est parfait, Ziad, parfait. Et on a eu du mal à y arriver, mais une fois qu'on y était, c'était parfait. Donc cette fois-ci, on va un peu plus rentrer dans le vif du sujet. Effectivement, si je pose la question de l'Eldorado, c'est aussi parce qu'il y a des gens, apparemment, je ne sais pas si c'est un Eldorado, mais en tout cas, c'est c'est assez désirable pour que Kayak s'y mette. Donc vous étiez en train de nous parler de la genèse de ce choix stratégique qui n'est pas mince pour Kayak de se diriger vers le business travel. Vous nous parliez d'un client aux États-Unis il y a 2 ans. Il y a 2 ans et demi, pratiquement 3 ans. Donc PwC, ce client qui est venu à nous, effectivement, qui recherchait un produit en fait qu'il ne trouvait pas à ce moment-là au sein de l'industrie. Il avait essayé les hôtels Booking Tool existants et il ne répondait pas à ses attentes. Exactement. Alors là, je parle plus largement. On parle de flights, on parle de hôtels et cars. Donc voilà, donc il est venu à nous. Le pitch en fait était vraiment très simple. Il voulait vraiment travailler sur l'expérience utilisateur pour ses travelers qu'il ne retrouverait pas. Simplifier le booking, quelque chose de beaucoup plus fluide. Il voulait une exhaustivité au niveau du contenu. Donc là, je parle de tout contenu, on n'est pas que sur l'hôtel. Et du direct. Donc je sais que c'est un grand mot qui revient toujours. Mais là, on parlait vraiment d'un direct. Il voulait vraiment travailler de près avec tous les suppliers pour aller au-delà du NDC classique et vraiment travailler sur le omnichannel, vraiment aller vers le .com et avoir cette possibilité de revenir sur la plateforme Mobity et repartir sur le .com pour leurs utilisateurs. Donc ça, c'était une des prérogatives de la part de notre client. Et la dernière partie était autour de l'expense. Il voulait vraiment couper cette partie expense. Et dans cet écosystème de direct, il voulait que tout se passe entre le supplier et le client. Donc qu'il n'y ait plus de credit card, qu'il n'y ait plus d'expense report et que tout se passe directement entre ces 2 players. Donc ça, c'était le pitch. Ça paraît peut-être simple sur le papier, mais plus compliqué à mettre en place. Donc c'est pour ça qu'on parle de 2 ans et demi. Oui, c'est vrai que moi, ça fait bien 2-3 ans, effectivement, que je reçois des communiqués de presse me parlant de Kayak for Business. Et puis, à la suite de ça, on s'attend à quelque chose d'assez gros qui va se passer. Et puis finalement, non. Donc il y a eu comme ça des faux départs, ou alors c'est moi qui ai une fausse impression? Non, il y a eu plusieurs phases en fait. On a lancé justement, donc là on parle vraiment de la partie enterprise, grosse compagnie, mais en parallèle on a commencé avec un produit qui était plus pour les petites et moyennes entreprises. Et ça c'est parti en fait d'un choix, d'un besoin de Kayak. On n'arrivait pas à trouver notre propre outil pour nous en tant que traveler. Donc on a commencé à travailler avec ce qu'on avait, avec notre méta.
Sur loisirs, on s'est vite rendu compte que ce n'était pas suffisant pour entrer pour la partie PME. Donc, on a travaillé sur un autre produit pour les PME. Donc, vous avez dû recevoir des informations sur ça à ce moment-là. Et en parallèle, on travaillait sur le produit Enterprise. Bon, les deux sont bien sûr ce qu'on fait sur la partie Enterprise va agir sur la partie PME, parce que c'est deux produits qui se ressemblent quelque part. Et voilà, donc il y a eu beaucoup de développement pendant ces 2 dernières années. Vous avez entendu parler, mais là, on lance officiellement. On voulait vraiment prendre notre temps et on voulait être sûr que le produit soit prêt pour arriver puisque sur le c'est marché. officiel, soyons exacts, on parle bien de Kayak for Business. Cette Tout à fait. appellation qui a existé à un moment, eh bien, celle qui a été retenue, c'est tout à Kayak fait. for Business. C'est Ça ça. s'adresse à toutes les entreprises, aussi bien des grands comptes que des PME. Tout à fait. On est d'accord. Ziad, comment vous regardez l'arrivée d'un kayak, d'un acteur du loisir comme ça, et qui vient... Alors, il faut le signaler, c'est vrai, nativement, c'est le flight. C'est plus le vol, l'avion, hein, qui est l'historique, le cœur de votre activité historiquement. Hein, Tout à fait. On a les 3, mais vous nous connaissez plus pour le flight. Voilà. Ziad, quel regard vous portez sur l'émergence d'un... À titre personnel, et puis depuis que je dirige mon groupe CDS, je trouve extrêmement positif tout acteur du loisir qui vient sur le marché des déplacements professionnels. C'est inspirant et puis ça démontre qu'il y a des opportunités et des besoins. Le premier point, c'est ce que vous avez dit si justement, c'est que dans le loisir, les acteurs du loisir sont vraiment tournés sur l'expérience voyageur. Alors que dans le business travel, on est plutôt tourné sur les besoins de l'entreprise. Et là, on a vraiment beaucoup à apprendre des opérateurs du loisir. Donc les UX, l'expérience voyageur, le choix qu'on peut donner sont des points extrêmement intéressants à regarder et animent la compétition et le choix pour nos clients et nous permet de nous améliorer également. Ensuite, nous avons vu beaucoup d'opérateurs également du loisir venir, mais avec beaucoup de contraintes puisque notre marché du déplacement professionnel a quelques barrières à l'entrée. Des travel policy, des systèmes d'ordre de mission, des systèmes de validation, des systèmes de paiement, des systèmes de sécurité qui a fait changer de politique des grands groupes tels que Kayak. C'est-à-dire qu'ils vont arriver, apprendre et évoluer. Je ne doute pas sur leur capacité à évoluer. Ensuite, vous arrivez d'un marché américain qui est un marché à 80% domestique, qui est principalement GDS et qui est porté par des cartes de crédit et des loyalty programmes, qui n'a absolument rien à voir avec un marché européen qui est fragmenté, avec du paiement centralisé, avec de l'hôtellerie indépendante. Néanmoins, c'est très inspirant d'avoir le choix, comme on peut l'avoir dans Kayak, pour l'utilisateur final. Justement, vous, Eva, c'est cet argument-là que vous sert Ziad sur un plateau, mais vous ne l'avez pas attendu, j'imagine. C'est justement l'UX, enfin l'expérience de l'utilisateur final que vous mettez en avant quand vous voulez vous mettre en valeur par rapport aux acteurs historiques. C'est ce que vous allez tenter de faire et c'est bien votre droit, c'est le jeu. Oui, tout à fait. L'expérience utilisateur, c'est notre. Alors, ça fait 20 ans qu'on fait ça. C'est notre DNA. On a commencé avec un méta. Alors, pas seulement, nous, on est aussi le contenu. Les API, les NDC, c'est notre cœur de métier. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le client est venu vers nous et nous a demandé de participer à ce projet. Mais oui, effectivement, l'UX et le contenu, c'est notre base. Après, effectivement, on a dû s'adapter. On rentre dans un marché qui est complètement différent, une industrie qui est complètement différente. Donc, on était dans un environnement où l'utilisateur cliquait et sortait. Aujourd'hui, on le garde dans un environnement fermé, avec toutes les contraintes que Ziad a mentionnées, auxquelles on a répondu pour ce client aux États-Unis. Mais effectivement, on va aller sur une globalisation, localisation également, pour chaque marché complètement différent. Et voilà, chaque marché, il va y avoir un défi, un challenge, et vraiment comprendre le marché, c'est ce qu'on veut faire. On n'est pas en mode, on arrive, on va révolutionner, on va déjà comprendre chaque marché, échanger avec les différents acteurs et s'associer avec les acteurs quand il y a une synergie possible. C'est ça, c'est-à-dire ce dont parlait Ziad, c'est-à-dire la nécessaire adaptation à laquelle vous allez devoir faire face. Elle est prévue dans votre plan, Tout à fait. Vous le savez, On parce le que sait. effectivement, le business travel, et c'est peut-être l'occasion de le rappeler, ce sont des contraintes bien plus élevées
s'occuper de la clientèle loisir dans l'hôtellerie, dans le flight aussi d'ailleurs, hein, dans le déplacement aussi, mais c'est également valable pour l'hôtellerie. Ça va dépendre des segments. Oui. Parce que comme le disait si bien, sur les PME ou le SME, le bas du SME, ce sont des solutions qui vont correspondre aux besoins. Dans toute PME jusqu'à 50 personnes, vous allez réserver sur un site loisir et vous faire rembourser en interne selon le process interne. Donc ça va être extrêmement puissant. Donc on va se retrouver face à des opérateurs type Ocarito Swile ou Navan, où Kayak va venir concourir face ou Booking for Business, qui également a fait évoluer son offre. Il est arrivé en 2015 sur l'hôtellerie et ressorti pour revenir avec Booking for Business avec une offre travel, avec l'aérien, la location de voiture et l'hôtellerie. Donc on va être dans cet environnement compétitif. Quand on va aller monter un peu plus en taille d'entreprise, vous allez vous retrouver dans un écosystème qui est plus intégré, avec du SAP Concur par exemple sur la partie expense. Et effectivement, toutes ces intégrations que Kayak saura faire, qui prendra du temps et qui devra être adaptées, mais je suis sûr que ce sera un acteur de plus qui apportera de la valeur. Autre chose que j'aime dire, nous ne sommes pas assez d'acteurs sur le déplacement professionnel. Les gens ne comprennent pas quand je dis ça. Mais en hôtellerie, c'est 40% des transactions, 70% de la valeur. Regardez le nombre de business travel. Regardez le nombre d'acteurs qu'il y a dans le loisir versus le nombre d'acteurs qu'il y a dans le domaine professionnel. Donc, est-ce qu'il y a un Eldorado? Oui. Est-ce qu'il y a des choses à faire? Bien évidemment, mais il faut d'abord répondre aux besoins du client. On en avait parlé il y a 3 ans d'ailleurs, sur cet aspect ouvert et fermé qui est essentiel. Et de plus en plus, on est dans des espaces fermés et sécurisés avec du grand duty of care pour les entreprises. Alors le défi, il est de taille hein, pour Kayak. Est-ce que vous vous êtes musclé, notamment, je ne parle pas vous personnellement, Eva, je ne me permettrai pas. Est-ce que vous vous êtes musclé en termes de personnel, par exemple, de talent? Est-ce que vous avez recruté des gens qui viennent de ce fameux écosystème du business travel, qui est quand même très particulier? Alors, on a une équipe aux États-Unis déjà, et là, effectivement, on est sur une globalisation avec des équipes en Europe, qu'on a déjà chez Kayak, on a déjà des personnes un peu partout, mais oui, l'équipe va grandir, effectivement, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Donc oui, on se muscle, effectivement. Est-ce que vous avez des objectifs et en quels termes sont-ils exprimés? En nombre de clients, en chiffre d'affaires? Dites-moi. Alors, je n'irai pas dans le détail du chiffre d'affaires. Vous n'irez pas dans le détail, et c'est bizarre, mais je m'en doutais. Mais effectivement, on a commencé déjà à augmenter le nombre de pitchs et de clients aux États-Unis. Donc, ça va très vite, en fait, beaucoup plus vite que je ne l'aurais pensé, sur des clients donc, américains globaux. Donc on regarde déjà au dehors des États-Unis, il y a du domestique, mais il y a aussi de l'outbound et on regarde également des marchés comme la France, les UK, où on voit des opportunités, un Eldorado effectivement, dans ces marchés. Donc là concrètement, vous allez commencer à répondre à des appels d'offres en France là dans les semaines qui viennent? Non, là on est sur un lancement plutôt début d'année prochaine. Et comme je le disais, là, les prochains mois, on va continuer à parler pas mal avec les suppliers, les acteurs, etc. Je veux vraiment qu'on prenne le temps pour ce lancement. À partir de janvier 2025, donc. Hein, ouais. Vraiment, là, on rentre vraiment dans le vif du sujet, on répond à des appels d'offres et tout ça. À mon avis, Ziad, il n'attend pas janvier 2025 pour répondre à des appels d'offres. Alors, allez, les projets là pour CDS, c'est quoi? Alors, Ziad, je sais que vous allez avoir envie de me parler du groupe CDS, parce que CDS, pour ceux qui ne le savent pas, c'est également, par exemple, Goélette, mais là, on parle vraiment d'hôtellerie. Donc, de CDS, quels sont les projets, les objectifs, les attentes pour votre HBT cette année? Alors, on ne va pas attendre effectivement Kayak, mais on n'est pas fermé non plus. On a vu également beaucoup d'opérateurs arriver et on est dans un milieu où on peut construire des partenariats. Puisqu'on est tous très imbriqués, on peut être confrères et partenaires. Ouais. Côté CDS, c'est un renforcement des partenariats avec les principaux OBT, bien que nous ayons un OBT maison, mais un développement avec un partenariat stratégique avec Amadeus et notamment avec Cytric et Amadeus Value Hotel, qui est l'agrégateur d'Amadeus que nous avons lancé en avant-première il y a 1 an. Donc ça, c'est un des projets majeurs. Ça signifie que quand on se connecte sur CDS, eh bien, on a le stock également d'Amadeus Value Hotel, absolument. On est un de leurs top revendeurs. On a un deuxième partenariat stratégique avec Booking.com
pour une expansion européenne sur les solutions business travel sur la partie hôtellerie. Et puis la croissance se fait par une croissance organique qui est toujours soutenue puisqu'on a plus de 30% de croissance sur l'ensemble des entités du groupe. Donc vous avez mentionné effectivement Goélette, mais il y a également Corporate Trade Club sur un marché allemand où on connaît une croissance de plus de 50% avec des besoins sur les différents lenders qui est important. Et la dernière, c'est on continue notre croissance externe et nous adressons très prochainement le marché italien, qui est un peu le marché français d'il y a quelques années, extrêmement fragmenté, un grand nombre d'agences, peu de technologie et beaucoup de besoins et d'hôtellerie indépendante. D'accord, alors on voit que vous vous ébrouez sur le marché allemand qui est aussi celui de HRS quand même, qui est un concurrent sérieux, enfin absolument, et certainement inspirant aussi de se frotter à cette entreprise qui est d'ailleurs présente en France de toute façon. Et puis peut-être que les partenariats ils vont s'étendre jusqu'à Kayak un jour ou l'autre. Nous sommes ouverts à tout type de partenariat, on en avait discuté il y a quelques années quand Kayak est arrivé sur le marché français. Le fait que ce soit ouvert était un point bloquant. Maintenant que nous entendons que c'est un système fermé, c'est peut-être envisageable en fonction de la stratégie de Kayak, puisque en fonction de la chaîne de valeur, si vous vous situez sur la distribution et qu'une API est disponible, nous étant agnostiques, nous sommes totalement capables d'intégrer une offre type Kayak, puisque c'est un peu notre pitch commercial d'apporter le choix à l'agence de voyage et ou au corporate dans le cadre de son déplacement professionnel. À lui de choisir dans le contenu. Et comme il y a de plus en plus de liens à faire, quand nous avons un opérateur qui est massif comme Kayak, effectivement, c'est un moyen assez ambitieux et solide pour adresser un certain contenu qui nous manque. Merci beaucoup. En tout cas, vous avez compris, Eva, la proposition est sur la table là. Voilà. Et puis moi, ce que je vous propose, Eva, c'est que pourquoi pas au prochain IFTM. Peut-être avant, on ne sait jamais, mais au prochain IFTM, on fera le point. Ça fera déjà 8 ou 9 mois d'activité et vous nous raconterez si ça se passe bien. Merci beaucoup à vous deux. Merci, et nous, on se retrouve dans quelques secondes pour l'entretien. Merci. Et voilà, c'est à présent le moment de notre entretien. Et pour cet entretien, nous recevons Yann Barbizet, CEO de Corporate Mobilities. Alors, Corporate Mobilities, pour les plus fidèles des lecteurs de Déplacement Pro, c'est certainement un nom qui résonne, puisque Corporate Mobilities délivre chaque trimestre des études sur la mobilité en entreprise. Mais le plus simple, c'est que Yann, puisqu'il est là, nous en parle. Présente-nous Corporate Mobilities, présente-nous ses études, dis-nous ce que tu fais. Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Alors, Corporate Mobilities, c'est une société de conseil qui a une vocation, qui a une double vocation, c'est accompagner un certain nombre d'opérateurs de mobilité pour les aider à travailler sur l'amélioration de leurs offres de services dans une logique finalement d'être plus proche des attentes des utilisateurs finaux en matière de déplacement. Ça, c'est le premier point. Et puis, on accompagne un certain nombre d'entreprises qui sont, elles, consommatrices de mobilité pour répondre à des enjeux économiques, écologiques et de satisfaction collaborateurs. Notre travail, il est double. On va évidemment se servir d'un certain nombre d'informations qu'on va capter auprès de clients finaux. Principalement, on va chercher principalement les informations auprès de professionnels ou auprès d'utilisateurs. Et on travaille énormément, évidemment, sur tout ce qui est les éléments d'écomobilité. Dernière publication en date, on a créé un livre blanc sur comment mettre en place une politique de mobilité durable, donc, et qu'on fait en partenariat avec Opinionway et puis avec un collectif d'entreprises au travers d'un think tank qu'on appelle Ecomob. Donc notre travail consiste à récupérer cette information et puis ensuite de les analyser toujours dans cette logique d'écomobilité. Alors, écomobilité, quand tu dis écomobilité, tu parles aussi bien du commuting, c'est trajet domicile-travail, ou alors le déplacement professionnel dans son ensemble? Alors, la particularité de Corporate Mobilities et de l'écomobilité, c'est qu'on va traiter des 3 mobilités d'entreprise: voyage d'affaires, flotte automobile et déplacement du quotidien, domicile-travail. Et c'est ça qui a un raisonnement et c'est ça qui est une nouveauté un peu sur le marché, parce que ça nous permet, nous, de travailler sur ces 3 mobilités et évidemment, systématiquement, de dégager des voies d'amélioration à la fois du côté du profit
à la fois du côté de la réduction des empreintes carbone et à la fois en matière de satisfaction du collaborateur, notamment tout ce qui concerne l'équilibre pro-perso, des choses de cette nature. D'accord, très bien. Alors tu récoltes de la data, tu travailles avec Opinionway, tu m'as dit, ce que ça signifie, c'est un institut de sondage que tu interroges, j'imagine les travel managers, les utilisateurs finaux, enfin les gens qui se déplacent. Tout ça, tu boulines et qu'est-ce que tu en sors? Alors, j'en sors un certain nombre, on en sort un certain nombre de choses, à savoir que l'idée, c'est ensuite, à partir de là, on va arriver à mettre en œuvre des plans d'action. Et ces plans d'action, ils ont la particularité... C'est ça, ce n'est pas que pour nous nourrir intellectuellement, hein, c'est pour agir, on est d'accord. Il faut agir, et pour agir, il fallait aller récupérer, il faut réfléchir et il fallait récupérer de la donnée. Alors la donnée, elle vient de deux natures, elle vient d'émissions que l'on fait, plus de ce continuum d'informations qu'on peut récolter sur le marché. Donc on a deux produits sur lesquels on travaille. On a un observatoire des modalités professionnelles durables qu'on a mis en place depuis 4 ans. Et puis on a ce think tank qui s'appelle Ecomob que l'on anime avec Opinionway. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on travaille très concrètement sur des plans d'action puisqu'on accompagne des entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on va travailler ensuite sur un certain nombre de clients et on va avancer sur qu'est-ce que c'est que mettre en place une politique de mobilité durable, surtout en essayant de rejoindre les 3 mobilités. La majeure partie aujourd'hui des entreprises que l'on rencontre ont des politiques de mobilité qui sont assez verticalisées, la flotte, le voyage d'affaires, le commuting. D'abord parce qu'elles ne sont pas souvent rattachées aux mêmes personnes. La flotte, c'est un fleet manager, le voyage, c'est un travel manager, et tout ce qui est le commuting, en règle générale, c'est la RH. Ça bosse en silo. Ah mais c'est très siloté, ce n'est que siloté. Et c'est une des difficultés d'ailleurs. Et si tu veux, ce silotage empêche aux entreprises d'avoir une vision très très complète et ensuite de pouvoir dégager des poches d'économie que l'on va retrouver à la fois en matière de savings, en matière d'économie directe, de coûts directs, à la fois en termes d'émissions carbone et ensuite en termes d'amélioration de la vie quotidienne des collaborateurs. Ah, c'est ça, parce que là, le pari en fait que tu fais, enfin que les clients font lorsqu'ils s'adressent à toi, c'est de gagner sur les 3 tableaux. Absolument. Hein, parce que tu me parles d'écomobilité, ça parle tout de suite, on sait très bien qu'on va parler d'émissions carbone, mais tu me parles en plus de bien-être du voyageur et tu me parles enfin d'économie sonnante et trébuchante. Moi, je n'y crois pas. Donne-moi un exemple. Alors, tu n'y crois pas et les exemples, ils sont légion. Alors, je vais prendre un exemple qu'on a vécu relativement récemment. Voilà, quelque chose de concret que tu as vécu, toi, très récent, en tant que corporate mobility. avec une entreprise où on a travaillé sur la mise à plat d'une politique de mobilité globale. On est parti... Une entreprise, une grosse entreprise? C'est une mutuelle en l'occurrence, une grosse mutuelle. Une grosse mutuelle. Donc, on est parti d'un constat qui était de dire comment les différentes personnes à l'intérieur de cette entreprise se déplacent. Donc on a analysé dans un premier temps tout ce qui était la pertinence du déplacement. Et à partir de la pertinence du déplacement, il y a deux axes. On va se dire, mais finalement, dans cette pertinence de déplacement, quels sont les modes de transport qui sont utilisés? Est-ce qu'on pourrait se substituer l'un à l'autre? Et ensuite, on va travailler sur les notions d'organisation du travail. Donc ça, c'est très intéressant. Donc ça veut dire clairement que là, on a travaillé sur la manière dont les rendez-vous étaient mis en place. Et on s'est rendu compte, là en l'occurrence pour ce cas présent, que les flottes automobiles et la manière dont les flottes automobiles étaient utilisées étaient absolument pas optimisées. Ça veut dire quoi précisément? La première, c'est que les lieux de rendez-vous étaient extrêmement excentrés les uns des autres, donc il n'y avait pas une logique de rapprochement, ça c'est le premier point. Deuxième point, que les flottes étaient sous-utilisées ou pas adaptées, et il y avait donc de l'autre côté un usage extrêmement important des véhicules personnels, donc avec une explosion des ICA. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand tu travailles avec un fleet manager, les ICA, c'est pas qu'ils s'en moquent, mais c'est pas dans son giron direct. Donc, on a commencé à détacher complètement les différents items. On s'est rendu compte qu'il y avait des savings relativement importants à mener en réhabilitant des dépenses, des dépenses en réaffectant d'une façon beaucoup plus claire les flottes automobiles, de sorte de diminuer les indemnités kilométriques. Et là, on parle de plusieurs centaines de cas d'euros. Ça, c'est le premier point. Ensuite, et typiquement, tu as désiloté. C'est ton expertise et ton désilotage, si j'ose dire. C'est joli comme terme, je ne le connaissais pas, c'est un joli néologisme. Mais globalement, l'idée ensuite, c'est quoi? On va plus loin que ça. Il faut aussi repenser les lieux de rendez-vous, les lieux d'implantation.
faire en sorte que les rendez-vous se passent à des lieux de nœuds de communication. Faire en sorte que les rendez-vous se passent à des moments où on peut utiliser le train, par exemple, de sorte d'éviter de prendre la voiture. Donc il y a toute une réflexion ensuite sur l'organisation du travail. Et l'organisation du travail, ça veut dire c'est quoi les lieux d'implantation quand il y a des implantations à mettre en place, c'est quoi les lieux de rendez-vous quand il y a des lieux de rendez-vous à mettre en place, et on va même de temps en temps à rapprocher les collaborateurs de leur lieu de travail. Donc il y a tout un travail qui est extrêmement intéressant. Mais ce qui est important, c'est le raisonnement 3P, parce que systématiquement on est capable de dimensionner les économies, la répercussion sur typiquement les conditions de travail. Si le collaborateur va moins se déplacer, il sera moins stressé. Enfin, il y a toute une logique derrière, il y aura moins d'accidents de trajet. Enfin, on peut imaginer tout un ensemble de choses que l'on est capable de détourer et qu'on est capable de dimensionner. Très bien. Ben, merci beaucoup, Yann. Question subsidiaire. Comment t'es-tu rendu? Par quel moyen de transport? À T'es-tu pied. rendu sur le salon? À pied? Bon, très bien. Ben, Tu habites à côté? Non, j'ai fait 5 km à pied. 5 km à pied. Ça use, ça use. Enfin, ça n'use pas tant que ça, puisque Yann est en pleine forme. Et nous, on se dit à très bientôt. À demain. Au revoir. Merci en tout cas.